Imaginez un monde où l'industrie du jeu vidéo passe plus de temps à retaper des reliques qu'à inventer de nouveaux modèles. Où les mêmes mécaniques recyclées sortent sous 3 jaquettes différentes et où la nouveauté devient un risque financier impossible à assumer. Ce n'est pas une dystopie, c'est l'état actuel du marché. Vous voulez connaître le responsable de tout ça ? C'est la nostalgie. Votre nostalgie. Celle qui vous fait regretter vos plus beaux moments entre potes autour de jeux mémorables, celle qui vous rappelle que les jeux, c'était mieux avant, ce sentiment qui vous fait dire que de toute manière, vous avez déjà joué à tout, et qu'il fallait être là au moment où c'est sorti pour comprendre l'impact réel, et à quel point ça a fait avancer le média. Vous m'avez souvent entendu prononcer ces mots, par réelle conviction, oui certes, mais aussi parce que la nostalgie est un produit. Elle est marketée, distribuée, vendue, pour correspondre au plus de monde possible, pour enfermer les consommateurs dans une boucle infinie d'un besoin créé de toutes pièces, et ces consommateurs, c'est vous. C'est moi. Bienvenue dans une industrie qui se nourrit de ces cadavres. Will it make me forget? No. But it will make you not mind remembering. If you had a treasure, where would you hide it? If you were being honest with me and honest with yourself, I'm afraid you tell me an entirely different story. Traveling through time seemed too much too painful. The old boys wrote those words, life, liberty, and the pursuit of happiness. And I can still smell the fresh paint. Some memories are better than others. Those are the ones you keep. Back then I thought, well, they're the other days. I didn't realize that was the only day. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, je pense qu'il faut d'abord donner plus de détails sur le pourquoi. C'est simple, j'en ai marre. Je suis fatigué. Fatigué de voir des remasters et des remakes sans âme sortir à tout bout de champ et venir littéralement chier sur des licences qui ont marqué l'histoire d'un média aussi fort et imposant que le jeu vidéo. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde ni tous les studios dans le même sac, certains réussissent leur coup, mais le principe est là. La fatigue, la lassitude, vous comme moi, on cherche, on tâtonne dans le noir pour retrouver des émotions chaleureuses, quelque chose qui nous fait nous sentir bien. Alors on fouille un peu dans les recoins de notre cerveau et on se souvient. Si on prend la définition strictement académique, courte, la nostalgie est une émotion pouvant être considérée comme étant douce amère, centrée sur le soi et intégrée à un contexte social. Elle relie présent, passé et parfois l'imaginaire d'un futur, tout en aidant à créer du sens et du lien. Plus simplement, elle est l'expression d'un regret mélancolique d'une chose ou d'une époque révolue que l'on a connue ou non, un désir insatisfait. Ce sentiment n'est pas la rémanence d'un simple souvenir ou une image imprimée dans la rétine rappelant un passé où toutes les couleurs étaient plus vives, non. C'est une réaction émotionnelle, positive la plupart du temps, déclenchée par un stimulus sensoriel et produite par la mémoire reconstructive. Cette partie de la mémoire ne crée pas, elle réassemble et reconstruit. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez-vous en face de votre paquet de céréales le matin avant de partir à l'école. Vous vous souvenez des labyrinthes qu'il y avait derrière le paquet ? Souvenez-vous d'où vous étiez quand vous avez reçu votre première console à Noël ? C'est rassurant, pas vrai ? Cette sensation qu'on est un peu à la maison, que rien ne peut nous arriver. C'est rassurant de se dire que notre cerveau possède lui-même la solution et la capacité de se reconstruire, de s'apaiser et de guérir de ses angoisses. Mais la pharmacie implantée dans votre tête est tenue par des marketeurs. Des gens qui doivent et veulent vous vendre ce médicament miracle, celui qui vous fait sourire, cette petite pilule magique, qui vous fait vous sentir à la maison, et qui vous met la larme à l'œil et des œillères pour ne pas voir qu'à côté de vous, et partout autour, des gens crient. Ce qui déclenche tout ça, ce sont des éléments simples, mais que votre cerveau connaît. Des bruits, des sons, des images. On appuie sur vos souvenirs comme un combo parfaitement exécuté et vous répondez au quart de tour.
Un simple jingle sonore suffit à faire jaillir en vous une avalanche d'émotions. Le thème de Zelda, les notes de piano de Final Fantasy, le bruit d'une pièce dans Mario, ce ne sont pas que des sons, ce sont des clés qui déverrouillent votre mémoire affective. Même chose pour les graphismes. Un filtre pixel art qui singe les années 90, un shader d'un écran cathodique qui imite la télé de votre enfance, ce n'est pas de la créativité, c'est un appât. On vous vend une époque plutôt qu'un jeu. Vous savez ce qui utilise la nostalgie à son plein potentiel ? Une chose qui aurait pu et aurait dû rester anecdotique dans le paysage vidéoludique, mais qui par un habile effet de marketing et de vente est devenue récurrente. Les remakes et les remasters, c'est comme repeindre une carcasse en haute définition. On ajoute un peu de HDR et hop, ça devient l'événement de l'année. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la nouveauté, c'est de la putain de nécromancie. On exhume un jeu mort depuis longtemps, on le maquille comme un cadavre en costume de soirée, et on vous vend ça comme une fête. Sauf qu'une fête dans un cimetière, ça reste toujours un enterrement. Un peu comme si vous retrouviez votre première voiture ou votre premier vélo. Rouillé, oublié, remisé au fond d'un garage. Une fois au volant, on se rend compte que la rouille a pris sa place, que le cuir du volant colle, les sièges sont abîmés, l'atmosphère de l'habitacle est lourde, remplie de bons souvenirs, mais d'une odeur épaisse, sale. Quelque chose ne va pas. Vous avez la nausée. Psychologiquement, ça marche parce que votre cerveau associe ces signaux à un contexte bien précis. Les heures passées sans responsabilité, vos soirées entre amis, l'époque où le monde vous semblait plus simple. Chaque pixel, chaque son, chaque mécanique est un raccourci direct vers une époque où vous étiez, où nous étions, heureux, insouciants, naïfs. À chaque remake, vous louez une licence d'utilisation de vos propres souvenirs, bien souvent à un prix beaucoup trop élevé. Et pendant ce temps-là, l'industrie s'engraisse, prête à vomir de contentement comme un porc bien gras qui aurait profité d'une absence du fermier pour aller se gaver dans la réserve. Les remasters et les remakes qu'on nous sert en pagaille depuis un trop grand nombre d'années sont la manifestation morbide d'une mascarade futile. De cette fuite en avant perpétuelle, de cette marche vers la mort annoncée d'une industrie en perte de vitesse, hurlant à plein poumon qu'elle existe sans avoir trouvé de sens à une évolution bien trop rapide. L'industrie ne veut pas que vous avanciez, elle veut que vous restiez coincé dans l'âge d'or de votre enfance, que vous soyez de grands enfants dociles, achetant le même doudou à chaque génération de consoles. Achetez encore, et encore, et encore jusqu'à vider vos veines de la moindre envie, car le service marketing a bien fait son travail. Il a extirpé le désir de votre cerveau, a mis votre main dans votre portefeuille, et vous a fait passer à la caisse. À coups de trailers diffusés plusieurs mois à l'avance, de fanservice bien dosés, de clins d'œil, de références que seul vous pouvez comprendre. On te fera payer 2 fois, 3 fois, tout ça pour la même expérience. Enfin non, pas vraiment la même. Elle sera pire. Parce que le nouveau produit est rance. Parce qu'il sent une odeur que tu connais, que tu aimais, mais il est moins coloré, moins pétillant. Il n'y a plus ce dinosaure dans le nuage blanc du bleu du ciel, il n'y a que la pollution d'un passé qui te manque. Ce qui, je pense, met le plus en évidence ce recyclage à l'extrême, ce sont les mécaniques de gameplay, et particulièrement une. La mécanique du combat. Vous savez, cette fameuse mention de Souls-like. Le système de combat à la Souls repose sur une boucle simple mais efficace. De la stamina, de l'endurance comme ressource centrale, des ennemis dangereux, même un mob banal peut vous envoyer directement au cimetière si vous jouez mal, une punition sévère. La mort est équivalente à la perte de ressources, retour en arrière, checkpoint, feu de camp, rip-hop des ennemis, vous connaissez la chanson. De la lecture de pattern, où l'adversaire est un puzzle à décoder et à observer. On appelle ça de l'animation driven, où les combats se font par la lecture d'animations de façon organique dans le monde, et non pas avec des feedbacks lumineux, des indicateurs d'attaque, ou autres éléments de HUD. Et enfin, une gestion du poids et de la lourdeur. Le joueur ressent chaque coup, chaque erreur dans son corps. Les feedbacks sont très forts, violents,
et il doit faire attention à ne pas être trop chargé. Ce dernier point est quand même très spécifique et on ne le retrouve pas partout. Heureusement. C'est un système précis et cohérent, mais à force d'être cloné, il s'est transformé en mantra obligatoire. Si ton jeu d'action n'a pas d'endurance, pas de roulade ou de frame d'invincibilité, pas de boss qui te one-shot, alors... il n'est pas sérieux. Dark Souls a frappé parce qu'il a osé aller contre le flux mainstream de l'accessibilité. Les QTE, le button mashing, les tutos intrusifs, mais son succès a été mal compris. Ce n'est pas la souffrance qui faisait la magie, mais la courbe d'apprentissage et la récompense émotionnelle derrière. Le fait que ce soit toi qui progresse, et pas que ton personnage. L'industrie a retenu les joueurs aiment souffrir, alors faisons-les souffrir. Résultat, des combats artificiellement difficiles, roulades spammées, barres d'endurance collées partout. L'exemple le plus violent de cette formule mal comprise et copiée sans état d'âme a été le premier jeu Lord of the Fallen. Pas le remake, encore un, qui est sorti en 2023, non, je parle bien de celui de 2014. Formule parfaitement adaptée sans avoir été comprise, entraînant un résultat catastrophique in-game. Et pour preuve, le studio a même été obligé de redorer son blason en sortant un nouveau jeu, identique jusqu'au titre, mais en intégrant mieux les mécaniques du Souls-like pour en faire un jeu correct. La nostalgie du joueur hardcore est exploitée à 100%. Tu veux revivre ta première claque de Dark Souls ? Oh, tu vas la revivre. Encore et encore jusqu'à l'écœurement. Le moule de l'industrie devient paresseux, mou, comme une limace qui se traîne au sol grappillant la moindre miette, lente et baveuse mais qui ne s'arrête jamais. Alors plutôt que de créer de nouveaux systèmes, on recycle, on copie. Plaquer un combat à la Souls sur tout et n'importe quoi, pourvu que les joueurs, vous, moi, se sentent à la maison, dans un environnement familier, dans un cocon chaud et agréable. Surtout ne jamais sortir, ne pas voir, ne pas entendre. Fermer les yeux, rester bloqué dans un vieux rêve qui sent le renfermer, mais qu'on connaît. Même des licences historiques s'y collent. Assassin's Creed a transformé son système vers du Light Souls depuis l'épisode Origins, tout ça pour adapter son offre à la demande générale en sentant le vent tourner. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur sûre. Les créateurs sur YouTube connaissent et peuvent pondre des reviews calibrées comme des tomates dans leur cagette. Les joueurs hardcore valident et le marketing a un label déjà tout prêt. Souls-like. Achète. Le système de combat à la Souls était une révolution en 2011. En 2025, c'est devenu une camisole, un collier qui se resserre autour de ton cou. Le Souls-like reflète une société obsédée par la souffrance et la performance. On glorifie l'endurance au travail, à l'école, dans la vie. Tombe et relève-toi. Et c'est une très bonne chose de vouloir se relever après une chute. Mais avant de repartir sans réfléchir, il vaut mieux savoir pourquoi on est tombé, pour ne pas devenir fou. Ne pas reproduire la même chose, encore et encore, jusqu'à ce que le résultat change. Résultat, le plaisir de jeu devient un rituel masochiste, presque religieux. Le vrai problème du combat à la From Software, ce n'est pas qu'il soit mauvais, bien au contraire, c'est qu'il est devenu la norme. Et quand une norme s'impose, la créativité meurt. Aujourd'hui, si un studio lance un jeu d'action, la question n'est même plus quel système allons-nous inventer, mais quelle version du combat à la Souls allons-nous appliquer. Le game feel s'appauvrit, et les joueurs le sentent. Vous, moi, tout le monde le ressent, sans toutefois savoir mettre le doigt sur le problème à chaque fois. Star Wars Jedi Fallen Order. On t'annonce un jeu d'aventure spatiale, mais quand tu joues, tu retrouves ta barre d'endurance, tes roulades, tes ennemis qui attaquent en pattern. Star Wars ou Dark Souls. Finalement, c'est la même soupe froide et sans saveur. On voulait vivre l'aventure du plus grand space opéra de tous les temps. On a un Dark Souls fainéant avec des sabres laser. Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla, choisissez votre poison. Le système fluide et chorégraphié des anciens épisodes est remplacé par des combats lourds, avec gestion d'endurance, roulade. Rajoutez à ça du RPG d'une lourdeur insondable, avec du loot violet, bleu, légendaire, tout en chiffres et caractéristiques, et vous obtenez la recette parfaite du plat transformé pour être vendu en masse dans les rayons d'un supermarché rempli de zombies avides de consommer, digérer et évacuer leurs produits. Wolong Fallen Dynasty ou Lies of P, même mécanique, même timing, même boss qui te détruisent en 2 coups, l'emballage change, mais le squelette est identique. Cette mécanique s'infiltre partout, même là où elle n'a aucune raison d'exister. Elysius, que j'ai pourtant adoré, a aussi imité ce système. Il a eu cependant l'intelligence de ne pas en faire son pilier central, mais il reste tout de même trop présent.
Avant, tu pouvais passer d'un Devil May Cry ultra nerveux à un Bayonetta chorégraphié, puis à un Prince of Persia plus souple, plus poétique, ou à un Ninja Gaiden brutal et rapide. Chaque jeu avait sa griffe, son ADN, sa patte, sa saveur. Aujourd'hui, beaucoup de jeux d'action donnent cette même impression de lenteur volontaire, de roulade obligatoire, d'observation des patterns avant de frapper. Tu changes juste le décor, mais ton cerveau, lui, il sait. Le joueur ne veut plus explorer, il veut lécher la plaie béante du connu. Il veut du contenu et plus du contenant. Donnez-moi mon FF7 avec des pixels brillants et un filtre HDR, résolution 4K et rendu ultra réaliste. Donnez-moi de l'ambition, des moyens, de l'argent. Donnez-moi plus. Et l'industrie servile, avide de se repaître de votre enfance, vous tend le résultat. Cette chimère informe. Elle encense cette paresse, elle nourrit cette dépendance. Chaque remake est une pilule sucrée pour anesthésier le vide existentiel que le présent laisse dans nos mains. On ne joue plus, on mastique des souvenirs recyclés. Des copies de souvenirs, jusqu'à ce que le goût du passé remplace toute réalité. Le jeu vidéo devient un simulacre baudrillardien, un monde qui n'existe que dans le reflet de lui-même, une matière putride qu'on consomme en croyant retrouver la vie, un cachet digne du soleil vert, vos ancêtres en sachets, lyophilisés, déshydratés, prêts à consommer. Le remake a réussi son sale tour, il fait paraître la reproduction plus vraie que le souvenir. Ce qui m'a donné envie, ou plutôt ce qui a provoqué le besoin impérieux de faire sortir tout ça, vous vous en doutez, c'est le clou définitif du cercueil. Pourtant, ce n'est pas un remake ni un remaster, quoi qu'on pourrait croire le contraire. Non, c'est un renouveau. Cette licence, Silent Hill, vous en faites encore des cauchemars. J'en fais encore des cauchemars. Des nuits fiévreuses, moites, à entendre le cliquetis des chaînes de la prison, le bruit assourdissant de silence de la rue embrumée, les martèlements incessants de la chaufferie. Silent Hill F est censé être le retour du mythe, la renaissance d'une licence qui a hanté nos nuits. Et pourtant, ce soi-disant renouveau ressemble davantage à un cadavre bien habillé, sorti de son caveau de souvenirs aseptisés, lisses, froids, qu'on nous sert dans un emballage clinquant. Cette soi-disant suite n'est qu'une avalanche de clichés sur un Japon rural des années 60, des étudiantes en uniforme, des dialogues creux, mal écrits, de multiples protagonistes sans but précis à part servir de faire valoir à l'héroïne. Même le brouillard de la rue est là sans savoir pourquoi. Cette substance sans forme, sans âme, sans but. Les combats sont modernes, mais ils n'ont plus rien de viscéral. Endurance, pattern, copier, dash, usure des armes. On reconnaît la formule Souls-like recyclée pour rassurer. Ce n'est plus de la peur, c'est de la simulation. On nous donne l'illusion du danger alors que chaque rencontre a été calibrée pour qu'on survive. La ville est terne, sans relief. Elle se traverse comme un parcours de musée interactif, prévisible et poli. Ne pas frustrer, ne pas mettre à l'épreuve. Rester lisse. Chaque coin de ruelle n'est qu'un coin de plus, dans lequel il ne se passe rien, derrière lequel rien ne se cache. Ce qui à mes yeux fausse encore plus la donne, c'est la carte. Elle était déjà présente dans les autres Silent Hill, je vous l'accorde, mais elle n'était pas donnée aux joueurs hors contexte diégétique et vous deviez la trouver, et chaque carte correspondait à une zone précise pour renforcer l'immersion. Les annotations, dessinées de la main du protagoniste, étaient crédibles, et ne se mettaient pas à jour au fur et à mesure en ajoutant des marqueurs de différentes couleurs. On vous prend par la main, on vous rassure. Silent Hill F, vous le connaissez déjà, le combat, l'exploration, tout est millimétré, vous savez ce qui vous attend. À chaque fois, les scripts sont visibles, les trigger zones aussi, les ennemis oubliables. La ville, qui était censée être l'incarnation du traumatisme, devient un environnement générique calibré, prévisible, pathétique. Le carnet de notes, ou le journal de quête, appelle ça comme tu veux, est là pour rappeler à chaque instant que vous n'avez en aucun cas le droit à l'interprétation, de faire travailler votre imagination. Je vous guide jusque dans vos pensées et dans votre raisonnement. Cela aurait pu être intéressant comme parti pris si seulement ce n'était pas si pauvre dans sa mise en forme. Tout est expliqué, disséqué, ouvert à l'air libre.
et on assène le joueur de « T'as compris maintenant ? T'as compris, hein ?» Et pourtant, les joueurs applaudissent. Les reviews sont globalement bonnes. Pourquoi ? Parce que notre cerveau s'accroche à ce qu'il connaît, même quand c'est mort. Silent Hill F est un spectacle de marionnettes aussi désarticulé que les monstres qu'il nous expose, en espérant provoquer un frisson. Les fils se voient, se ressemblent, et vous jettent en dehors de ce qu'un jeu est censé vous procurer, l'immersion. Réchauffez vos souvenirs au micro-ondes, ne les sortez pas de la boîte, et dégustez-les avec une sauce gluante et bouillante alors que l'intérieur de votre plat est encore froid. Vous n'y résisterez pas. Silent Hill F aurait pu être un nouveau musée des cauchemars, c'est devenu un showroom Ikea. Vous êtes invité à admirer des statues de cire fondue et à laisser vos chaussures à l'entrée. Après tout, il ne faudrait pas salir vos souvenirs. Le jeu vidéo est aujourd'hui le reflet d'un monde qui n'ose plus inventer, qui préfère recycler des ruines, vendre des souvenirs, et maquiller des corps gonflés noyés depuis des années. Et nous, vous, les joueurs, on en redemande. Nous fermons les yeux, nous avalons la pilule nostalgique, et on dit merci. Merci pour ce souvenir emballé dans un joli petit paquet cadeau. Mais si nous continuons à jouer dans les ruines, alors nous sommes condamnés à y vivre et à y crever. Ne cautionnez pas, n'achetez pas.